Nous allons voir quand on est un groupe d'EHPAD, notamment associatif, dans quelle direction on peut se développer d'autres offres d'habitat pour les personnes âgées et les seniors, avec Arnaud Rousseau, qui est le directeur général du groupe Orchidée. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric, merci de votre invitation. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis après présenter le groupe Orchidée, et après on verra les différents, ce que j'entends par le développement de différentes offres. Très bien, eh ben moi j'ai 39 ans. J'ai un parcours qui est assez atypique puisque à l'origine j'étais étudiant STAPS, fac de sport. Après j'ai eu la chance de passer une partie de mes études au Québec. J'ai été également aux Pays-Bas. Et puis j'ai eu plusieurs métiers. J'ai passé 3 ans à l'accueil d'une agence bancaire. Donc dans nos résidences, quand on me parle d'accueil, eh ben, je connais un petit peu. D'accord. J'ai également été maître nageur et puis ensuite j'ai dirigé des centres de vacances pour des adultes polyhandicapés. Et puis j'ai repris un master en direction d'établissements médico-sociaux. Je suis passé par la Fondation Partage et Vie rapidement. Après, j'ai dirigé quelques années des établissements publics pour le CCAS de Mont-Saint-Barreul. Et ensuite, j'ai eu la chance d'arriver aux Orchidées, d'abord à la direction d'une de nos résidences, à Lannoy. Et puis, on m'a confié la direction générale en 2017. Bon, et en plus, j'imagine que vous animez la séance GM adaptée avec tout ça, avec ce cursus pour les... Ça m'arrive. Actuellement, Groupe Orchidée, c'est 5 EHPAD. Alors, l'historique des Historique, orchidées, et puis l'intérêt, le côté associatif, je pense, qui est intéressant. tout à fait. Les orchidées, c'est 5 EHPAD à Croix, Roubaix, Lannoy, Villeneuve-d'Ascq et Tourcoing, c'est-à-dire toute la partie nord-est de la métropole lilloise, créée au tout début des années 90, avec la volonté de créer une offre d'EHPAD qui soit très qualitative. Hein. On est sur une prestation qui est très haut de gamme et très innovante également, dans un cadre associatif, puisque nous sommes une association loi 1901. Quand je parle de haut de gamme, on pense rapidement à la partie hôtelière, et c'est vrai qu'on a des très belles résidences et une belle prestation hôtelière, mais le haut de gamme en EHPAD, c'est aussi et peut-être avant tout la qualité de l'accompagnement qui est offert aux personnes qui habitent dans les résidences au quotidien, et puis le regard bienveillant et la reconnaissance du travail des professionnels de terrain, parce qu'au final, dans nos résidences, ceux qui sont euh, peut-être les plus importants dans le quotidien des résidents, c'est les professionnels qui les accompagnent au quotidien, les hôtelières, les aides-soignants, les animateurs, les infirmières, etc. Et ça, notre association a cherché à développer une reconnaissance importante et une participation de l'ensemble de ces professionnels dans les projets qui sont développés. Quand on dit très haut de gamme, certains peuvent se dire c'est réservé à des seniors aisés. C'est pas faux, puisque nous, on a un prix de journée à 108 euros, qui n'est pas accessible à tout un chacun. D'accord. Il y a quelques années, vous avez lancé un programme Ouvrir l'éventail pour vous diversifier, si j'ai bien compris. Pourquoi avoir cette volonté de se diversifier? Alors en fait, le constat, il était d'abord de dire qu'on a des EHPAD qui sont très qualitatifs, et d'en avoir 5 sur la métropole lilloise, distants les uns des autres à peu près de 7 km, donc une petite grappe associative très intéressante, mais de se dire que le constat, c'est que on était sur une offre essentiellement composée de places d'EHPAD. Et que quand on avance en âge, on peut avoir des besoins un petit peu différents. Et on peut aussi avoir envie d'avoir le choix entre différentes façons d'habiter et d'être accompagné. Donc, en effet, on a créé un projet associatif qui s'appelle Ouvrir l'éventail. Donc, on comprend bien qu'on est en train de diversifier les façons de proposer des services à des seniors. Et donc, on est parti de cet existant des orchidées, qui sont les EHPAD, et on a commencé le développement d'une offre en résidence-service. Donc, chez nous, ça s'appelle le domaine des diamants blancs. Je pourrais vous expliquer en quoi c'est innovant si vous le souhaitez. On en a deux, une à Croix qui a déjà ouvert, et puis une à Bondu qui va ouvrir l'été prochain. Une offre d'habitat partagé, nous on aime bien parler de maison, qui s'appelle Amavitae, qui accueille des personnes touchées par Alzheimer. Là aussi, je pourrais, si vous le souhaitez, expliquer en quoi c'est innovant. Il le faut parce que c'est un peu différent des autres, du standard
C'est assez atypique. Ensuite, on a également un centre de vacances en Tunisie, sur l'île de Djerba. C'est un petit hôtel. Là aussi, je pourrais vous détailler un petit peu l'offre qui s'y fait. On a une petite structure de formation qui s'appelle Sensage. Et comme beaucoup, on va chercher à expérimenter dans l'EHPAD à domicile avec une offre qui s'appelle les orchidées à domicile. Moi, ce qui m'intéresse, de comprendre, c'est comment est-ce que vous avez fait pour cette réflexion, si ce n'est pas confidentiel, et puis entre toutes ces différents types d'habitats, est-ce qu'il y a un axe commun? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Enfin, qu'est-ce qui est commun? Et pourquoi, voilà, pour qu'on comprenne la cohérence. Alors déjà, l'envie, elle est venue des équipes de direction, du conseil d'administration, de créer de l'innovation, puisque c'était notre ADN. Hein. L'ADN des fondateurs des orchidées, c'était de faire quelque chose de très qualitatif, mais aussi de très innovant. On a continué et on continue d'innover en EHPAD, dans les orchidées, mais on a voulu traduire cette innovation par une offre nouvelle. Et ça s'est concrétisé par des groupes de travail avec les équipes de direction, avec les équipes de terrain, pour rêver un petit peu sur ce que pourrait être cette offre. Est-ce qu'il y a un axe commun, en fait? Un axe où alors en fait, entre une résidence service senior innovante et puis l'habitat partagé pour personnes Alzheimer, est-ce qu'il y a une cohérence, en fait, avec l'ensemble? La cohérence, c'est déjà le groupe Orchidée, parce que toute cette offre est chapeautée par le groupe Orchidée. Et la cohérence, elle est dans le fait, encore une fois, de vouloir être qualitatif. D'accord, c'est ça. Innovant. C'est ça, d'accord. Alors, si on prend la résidence qualitative, on peut imaginer ce que c'est. Innovant, en fait. Alors, innovant, parce qu'il y a différentes façons d'aborder le sujet innovation, innovant dans une résidence service senior. Alors, dans nos résidences, donc le domaine des diamants blancs, donc Croix et Bondu, les innovations, elles viennent déjà de la forme d'habitat, puisqu'on a plusieurs typologies de logements. On a un collectif qui va du T1 au T3, mais on a également une offre en maison, en petite maison, ce qu'on ne retrouve pas souvent en résidence-service. Donc des petites maisons semi-mitoyennes qui font chacune 73 mètres carrés. Ensuite, on a un projet assez fort au sein des Diamants Blancs. C'est un restaurant. Alors à Croix, ça s'appelle l'ICI, YCY. J'invite tout le monde à venir le découvrir. Et c'est pas la restauration de la résidence-service. C'est un véritable restaurant qu'on gère nous, mais qui a la particularité d'être situé au cœur de la résidence-service. Donc les résidents de la résidence, quand ils vont au restaurant, qui se trouve être dans leur résidence, ils vont croiser des familles avec des enfants qui sont venus passer un après-midi dans le parc qui est juste à côté, des touristes qui sont venus à la ville de la Cavrois qui est juste derrière, le soir des couples qui viennent faire un petit dîner. En fait, c'est un restaurant qui accueille 50% de clients extérieurs qui n'ont rien à voir avec la résidence-service. Et pour les résidents, eh ben, ça correspond à un microcosme de la société. Donc, il y a un véritable effet d'inclusion. Et puis j'imagine qu'ils peuvent s'imaginer dire sortir au restaurant dans ce cas-là. Absolument, absolument. Et ce qui est même amusant, c'est que de temps en temps, on voit des personnes qui sortent du restaurant, qui, quand on parle avec eux, on s'aperçoit qu'ils s'étaient pas du tout rendus compte que là où ils sont venus dîner, c'est une résidence senior. Ah oui, pas mal. Donc ça, c'est un concept fort au sein des Diamants Blancs. Après, de façon globale, on a voulu construire un trépied, parce que les gens qui viennent en résidence-service sont plutôt valides, mais a priori, ils ont envie de le rester. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est un mode de vie qui conjugue des activités sur le plan cognitif, intellectuel, ça c'est assez classique, avec de l'animation. Sur le plan moteur également, puisqu'on a la chance d'avoir une petite piscine, mais on a également un coach sportif à temps plein qui fait partie de l'équipe et qui est présent 35 heures par semaine. Donc tous les matins, il y a des cours d'aquagym, il y en a plusieurs, avec des niveaux d'intensité différents, etc. L'après-midi, on est sur de la marche nordique, du pilates, des activités qui sont aussi valorisantes. Et le troisième pilier qu'on veut développer, c'est la partie de vie sociale. Puisque quand vous êtes âgé, vous avez besoin de ces activités intellectuelles, physiques, mais vous avez aussi besoin d'avoir un entourage, un environnement amical
que vous allez trouver, par exemple, dans le restaurant dont je vous ai parlé, ou au travers des activités, des sorties, et notamment de l'activité physique, parce que souvent, quand on va se mettre à faire du sport avec un petit groupe de personnes, on va également avoir des amitiés qui vont se créer. Le dernier pan de ce projet, qui est innovant, c'est un poste que l'on a créé également qui s'appelle la veille santé, qui est occupé à Croix par quelqu'un qui était aide-soignant dans l'un de nos EHPAD. Et son métier à lui, il est de faire de la sensibilisation et de la prévention à la perte d'autonomie, mais aussi de repérer des personnes qui présentent des signaux faibles de perte d'autonomie. On se dit qu'une personne qui est à domicile, quand elle peut-être commence à perdre un petit peu d'autonomie, elle commence par se le cacher à elle-même. Après, elle va le cacher aux autres, notamment à son entourage. Et puis, au moment où quelqu'un, par exemple un enfant, se rend compte qu'il y a des difficultés, souvent il s'est passé un laps de temps très important durant lequel les difficultés se sont aggravées. Là, nous, notre souhait, c'est de remonter la ligne le plus possible pour que ce professionnel qui s'appelle la veille santé identifie ce qu'on a, nous, appelé des signaux faibles, rencontre la personne dans un cadre confidentiel, amical, autour d'un café, pour que le résident accepte peut-être de se confier un petit peu et de dire que bah oui, ça va un petit peu moins bien sur telle ou telle tâche de la vie quotidienne, et que le professionnel veille santé peut-être lui propose un étayage avec un service d'aide à domicile ou avec autre chose pour consolider la situation ou même retrouver les capacités initiales, et tout ça peut-être même sans que les enfants soient au courant, parce que la personne âgée a peut-être envie de pouvoir régler des difficultés comme ça, sans que ça se sache autour d'elle. Bon, bien sûr, là, il faut du tact. J'imagine que vous avez recruté la personne qui a du tact pour ça. La détection, elle se fait comment? Elle se fait en observant? C'est l'observation. Alors, il est en train de construire un certain nombre d'outils. Le plus important, c'est le travail d'équipe et c'est la détection, parce que c'est un professionnel qui connaît les personnes âgées et leur évolution. D'accord. Oui. Non, j'imagine que la question qui me venait, c'est que ce type de résidences, par contre, elles sont positionnées dans les lieux, on va dire, les plus aisés en fait, de l'île cette fois-ci. Croix, par exemple. Oui, alors là, nos deux résidences sont situées dans des environnements qui sont assez favorisés, qui sont Croix-Beaumont et Bondues. Donc Bondues va ouvrir l'été prochain. Mais au final, nous, la résidence-service, c'est un métier qui est assez nouveau pour nous. Et on se rend compte qu'en réalité, quand on compare notre offre avec celle de nos partenaires qui font également de la résidence-service, parce que nous, on est sur des offres qui sont tout en un, on pensait être beaucoup plus cher qu'eux et au final, on est voisins dans les tarifs de ce que pratiquent nos partenaires. Vous arrivez à l'expliquer, ça? Pourquoi? Alors, je pense essentiellement le fait d'être associatif. Il est assez rare de retrouver des résidences-services qui sont de format associatif. Donc, on n'a pas de recherche de rentabilité, on ne rémunère pas d'actionnaires. Exact. Donc, en fait, vous êtes propriétaire des murs dans ce cas-là. On est locataire. On a un investisseur qui a investi dans nos murs et on en est locataire. D'accord. L'autre piste, c'est l'habitat inclusif avec la spécificité qu'il y a une orientation pour personnes Alzheimer. Tout à fait. Peut-être expliquer, en fait, maintenant, on dit toujours habitat inclusif, certains disent habitat partagé, accompagné. Voilà. Voilà. Peut-être expliquer le côté inclusif de votre piste, et puis après Alzheimer, pourquoi c'est un peu original aussi. Alors, notre volonté d'origine, c'était de proposer une solution complémentaire et une solution différente pour accompagner des personnes touchées par Alzheimer. Et notre inspiration principale qui a fondé le projet Amavitae, c'est l'approche Carpe Diem qu'a développée Nicole Poirier et son équipe au Québec, il y a maintenant plus de 20 ans, 30 ans même je crois. Et après, sur les termes, alors le côté inclusif, on peut en parler et je le trouve très intéressant, mais entre l'habitat partagé, l'habitat inclusif, accompagné, etc., nous, on aime bien le terme de maison parce que ça représente bien ce qu'est notre projet. Donc, nous, on considère avoir construit des maisons qui vont permettre à des habitants
touchés par Alzheimer de venir habiter, vivre et être accompagnés d'une façon différente. Le cœur de l'approche Carpe Diem, il est de considérer la personne non pas au travers du prisme de sa maladie, mais comme une personne qui a des envies, qui a des capacités, qui a des particularités, mais on ne veut pas s'arrêter uniquement à des difficultés à pallier. Et pour mettre en œuvre cette approche, le quotidien est notre support d'accompagnement, les activités domestiques, aller faire les courses, faire la cuisine, entretenir le logement, s'occuper du linge, avoir des activités de loisirs, s'occuper des animaux, du jardin. Et tout ça est rendu possible grâce à la présence d'intervenants polyvalents à domicile qui viennent accompagner les habitants, non pas pour faire des choses à leur place, mais pour leur permettre d'être utiles et de renforcer leur sentiment d'utilité sociale. Ça, c'est très important pour nous. Et puis maintenant, on a 1 semaine et demie de recul sur l'ouverture de la première maison. Et il y a une dame qui était au téléphone avec sa fille et qui lui disait qu'elle était très contente d'être là. Puis à un moment, elle lui a dit, je dois raccrocher parce que tu sais, ici, on a besoin de moi. Et ça, quelqu'un qui est âgé et qui a des troubles cognitifs et qui considère qu'il est utile et qu'on a besoin de lui, c'est quelque chose qui doit lui permettre de vivre le mieux possible malgré le fait d'avoir une maladie. Oui, puis, j'imagine qu'il doit y avoir des études qui prouvent que lorsqu'on se sent utile, on a moins tendance à se dégrader rapidement, quoi. Absolument. Et le deuxième volet de cette approche Carpe Diem, qui est en fait une lutte pour conserver une vie qui est la plus véritable possible, elle est d'accepter que dans le quotidien, qui est notre quotidien à tous, il y a une petite part de risque. On n'est pas là pour prendre des risques, mais pour accepter que dans la vie quotidienne, il y a des risques. Donc, par exemple, dans la maison, il y a des escaliers. Et volontairement, il n'y a pas d'ascenseur, alors qu'il y a un premier étage. Oui, c'est pour forcer les gens à se maintenir en activité. Sûr. C'est ça. Quelqu'un qui ne prend plus les escaliers, notamment une personne âgée, très rapidement, elle ne sait plus les prendre. Et puis très rapidement, elle va perdre de la masse musculaire, son schéma corporel, sa coordination. Et puis c'est quelqu'un qui risque de chuter à cause de ça. Alors que les résidents qui vont emprunter les escaliers plusieurs fois par jour, alors oui, il y a une prise de risque, mais au final, sur le moyen terme et sur le long terme, la balance, elle est très, très excédentaire. Et là aussi, on est très rassuré par le fait de disposer de l'expérience de Carpe Diem, puisque eux, ils fonctionnent depuis 30 ans. Ils ont eu, je crois, 2 chutes dans l'histoire de Carpe Diem dans leurs escaliers, sans gravité particulière, mais quand même 2 chutes. C'est sûr que ça peut arriver. En revanche, les personnes qui habitent dans cette maison ne finissent pas en fauteuil. Malgré la maladie, malgré ce que nous, on pourrait considérer être une évolution normale de la maladie, où on perd de la mobilité sur le plan moteur. Le dernier point que je voulais développer, qui est en lien avec ça… Juste une petite précision. Là, l'approche Carpe Diem, si je comprends, c'est l'acceptation de quelques risques, de la prise d'un peu de risque dans l'instant présent, enfin dans le moment maintenant, pour avoir un bénéfice sur plus long terme, c'est ça? C'est ça, c'est accepter que la vraie vie comporte une part de risque. Et c'est en lien avec ça, par exemple, les portes de la maison ne sont pas fermées. La porte de la maison, la porte du jardin, donc la personne peut sortir de la maison. Pourquoi est-ce que ça se passe bien, notamment dans l'expérience qu'on suit avec Carpe Diem, et dans les premiers jours de fonctionnement de la maison, ça se passe très bien aussi. Parce que pourquoi quelqu'un va avoir envie de sortir? Parce que si c'est fermé, rapidement, quand on est dans un environnement fermé duquel on ne va pas pouvoir s'extraire, on va avoir envie de sortir. Et la deuxième chose, c'est que plutôt que les gens n'aient pas envie de sortir, on a envie qu'ils aient envie de rester. Et pour ça, il faut qu'ils se sentent chez eux, il faut qu'il se passe quelque chose. Oh purée, pas mal. J'adore ce genre d'émission où on change, on m'ajoute une vision. Vous voyez, c'est un peu c'est l'histoire, pour ceux qui nous occupent, c'est l'histoire de Rome et les 7 monts. Apparemment, il y aurait 7 collines autour de Rome, et depuis chaque colline, on voit Rome différemment. Et donc, en fait, là, j'adore parce que ça rajoute
un mot à chaque fois dans ma vision. Génial, génial, génial. Le troisième point, c'est… Alors, le troisième point, il est sur l'environnement extérieur, parce qu'on n'est pas là pour nier que les personnes qui viennent habiter dans cette maison ont des difficultés. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se traduise par une porte fermée. Donc, il y a des personnes qui vont sortir de la maison. S'ils l'acceptent, quelqu'un qui vient vivre à Amavitae porte une petite montre, une jolie petite montre dans laquelle il y a une puce GPS. On va pouvoir les localiser si habituellement ils sortent 5 ou 10 minutes et que là, c'est un petit peu plus long. On va commencer à aller regarder si on peut les localiser. Et puis, quelqu'un chez qui on aurait évalué que son comportement dans l'espace public est plus problématique parce que, par exemple, la personne ne sait plus traverser, etc., ça peut arriver. Là aussi, on ne veut pas que ça se traduise par une porte fermée. Donc, s'il sort, il y a une personne qui va l'accompagner pour marcher, soit juste à côté, soit un petit peu à distance. Et là, notamment, sur ces missions-là, on a des jeunes en service civique dont c'est une des missions. Tout ça doit nous permettre aussi d'être inclusif. C'est là où on revient à ce terme qui est finalement intéressant, parce que la maladie d'Alzheimer est très souvent désocialisante pour la personne et pour ses proches. La taille de la maison doit nous permettre d'aller rencontrer les voisins, les commerces, les clubs sportifs. On a déjà des liens avec un club de ping-pong et on sait qu'on va y être accueilli avec plaisir. Et donc, il est important pour nous que les habitants se sentent inclus dans leur environnement proche, dans le quartier, et que ça permette aussi, petit à petit, de faire progresser les mentalités, que les gens aient rencontré des gens qui sont touchés par Alzheimer. Et nous, on appelle ça créer un quartier Alzheimer friendly. On a repris le terme de l'association Amadiem, qui a créé des maisons pour personnes jeunes touchées par Alzheimer à côté de Grenoble. Et j'avais trouvé ce terme très intéressant. Ah, ça Grenoble, ça, en plus? À côté de Grenoble, oui, à Kroll. Ah, purée, je suis même pas au courant, il faut que je me renseigne. Parce que moi, j'habite Berlin et Grenoble, moi. Ouais. D'accord. Vraiment, vraiment bien, Et d'accord. par Ah oui, donc en fait, l'inclusivité, vous le voyez dans l'habitat, vous le voyez à l'extérieur de l'habitat, et vous allez encore plus loin, vous dites, voilà, ça sera Alzheimer friendly. Absolument. Mais vous voyez, les personnes en situation de handicap, Voilà. il y a 15 ou 20 ans, j'ai eu la chance dans mon parcours d'encadrer beaucoup de centres de vacances avec des adultes polyhandicapés. Il y a 15 ou 20 ans, c'était assez compliqué quand même d'être dans l'espace public, de venir dans les piscines municipales, etc. Aujourd'hui, je crois que ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu un travail énorme de rencontres en fait, entre des personnes qui portent un handicap et la population. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il en soit de même pour les personnes âgées qui souffrent d'Alzheimer, qui encore aujourd'hui, ça fait un petit peu peur à tout le monde. Vous voyez quelqu'un qui va être arrivé à la boulangerie, et puis la personne ne sait plus trop ce qu'elle fait là, c'est plus ce qu'elle est venue chercher, etc. Ça peut arriver. Aujourd'hui, j'imagine un commerçant paniqué qui va appeler le 15 ou la police, etc. Là, si on se connaît, et si on est dans le même quartier, qu'on est venu plusieurs fois ensemble, etc., peut-être que le commerçant va être un petit peu moins paniqué et va discuter avec la personne, qu'elle va retrouver le fil, ou alors que le commerçant va nous appeler, etc. Oui, j'ai une question après, à la fin. L'autre axe, en fait, c'est hors les murs. Après, je vous pose la question, comment est-ce que vous faites tout ça d'un coup? Voilà, c'est en parallèle. Hein. Mais l'EHPAD hors les murs. Alors, l'EHPAD hors les murs, peut-être expliquer ce que c'est, parce qu'en plus, là aussi, il y a différentes approches. Alors moi, je vais associer deux choses dans hors les murs. Alors déjà, nous, on essaye de ne pas utiliser la terminologie hors les murs, parce que ça renforce l'idée que dans un EHPAD, il y a des murs et qu'il y a des murs qui sont relativement infranchissables. Donc nous, Voilà, on aime bien quand on même, aime quand bien même. l'idée de l'EHPAD à domicile. Donc D'accord. nous, on a appelé ça les orchidées à domicile. Euh, L'idée, elle est double, elle est de faire bénéficier à des personnes qui vivent à proximité d'un de nos EHPAD de compétences qui sont présentes au sein de l'EHPAD. Je vais vous donner un exemple pour un premier service qui est en train de voir le jour. Ça concerne la sécurisation la nuit. Parce que une des problématiques importantes des personnes à domicile, c'est la nuit.
Nous, notre offre, elle est de proposer, c'est une des offres des orchidées à domicile, hein, il y en aura d'autres au fur et à mesure, elle est de proposer un petit bouton d'appel qu'on fait en partenariat avec Blue Linear, hein, un bouton d'appel qui arrive votre appel arrive sur une plateforme. Entre 7h et 22h, c'est le fonctionnement normal de ce bouton d'appel. Vous arrivez sur une plateforme et si vous avez une problématique, ils vont appeler vos enfants, les voisins, etc. Entre 22h et 7h du matin, si vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, ça peut être une chute, mais ça peut être une angoisse, l'envie de parler à quelqu'un, etc. La plateforme va appeler la résidence et là, un intervenant de nuit va se déplacer à domicile pour intervenir sans que ce soit une intervention des pompiers ou je ne sais quoi. Et pour faire ça, l'équipe de nuit est passée de 2 ETP, ce qui est le classique en EHPAD, à 3 ETP. Ça a un double avantage, c'est d'apporter un service relativement innovant à des personnes qui restent à domicile. Et puis quand il n'y a pas d'appel, le professionnel est dans l'EHPAD et renforce la présence auprès des résidents de l'EHPAD. Est-ce que vous voyez ça, ce service-là, comme une levée de doute? C'est pas forcément qu'une levée de doute. Ah non, oui, oui, je voulais pas le dégrader, hein. Mais est-ce que une partie, on peut le voir comme une levée de doute? Une partie, oui, tout à fait. Notre idée, elle est aussi de rassurer tout le monde, la personne, ses proches. Il faut se mettre dans l'idée maintenant que quelqu'un qui a 90 ans, ses enfants, ils en ont quasiment 70. Que peut-être, s'ils habitent près d'ailleurs, ils vont habiter à 40, 50 km, et qu'à 3 heures du matin, quand on a 70 ans, c'est peut-être pas fantastique de faire 50 km. Oui, Et oui, encore, bien sûr. c'est dans le meilleur des cas, puisqu'aujourd'hui, en moyenne, les enfants vivent en France à 250 km de leurs parents. Donc, il peut y avoir cette idée de lever de doute, mais Oui, lever de doute à la place des aidants, précisons tout à pour ceux fait. qui nous écoutent. Et ça peut être également de l'intervention. Quelqu'un qui va avoir chuté, par exemple, glissé de son lit. Je ne parle pas d'une chute où il y aurait une déformation, une plaie, etc. Quelqu'un qui a chuté au sol et qui ne sait pas se remettre debout. Si on ne peut pas intervenir et qu'il va appuyer sur son bouton, la plateforme va appeler les pompiers. Les pompiers vont arriver, ils vont certainement casser la porte, il va y avoir les gyrophares dans tous les sens, la personne va arriver aux urgences, etc. Et le lendemain matin, on dira aux enfants que cette personne a un syndrome confusionnel, etc., et qu'elle ne peut plus rester à domicile. Alors que nous, on arrive avec la clé, peut-être qu'on va pouvoir relever la personne, discuter avec elle, prendre un café, la réinstaller, et puis la nuit va pouvoir se poursuivre. Moi, dans ma définition de lever le doute, effectivement, le terme n'est pas judicieux. Dans ma définition, il y a tout ça. C'est ça. Oui, il y a tout ça. Mais c'est un des exemples de services qu'on va apporter. On est en train de faire aussi la livraison de repas, des activités d'hôtellerie. Et on voudrait en fait avoir dans les orchidées à domicile ce champ médico-social, mais le déborder là aussi pour apporter de l'accompagnement sur le plan administratif, de la vie sociale. On sait que la problématique de l'isolement à domicile est quelque chose de très important, et des vacances aussi. Et je me permets d'embrayer sur Séjour Azur, qui est... donc là, on passe aux vacances, c'est ça? Absolument. Voilà. C'est vacances pour tous, c'est vacances pour les personnes. Vous ciblez qui? Alors déjà tout le monde, puisqu'on a fait l'acquisition d'un petit hôtel sur l'île de Djerba en Tunisie. Je me souviens de ça, j'étais en colonie là-bas, moi. J'étais en colonie quand j'étais jeune. Voilà, ah oui, c'est une île magnifique, une culture qui est aussi très intéressante. Donc on a un petit hôtel qui est petit, de 16 chambres, qui donnent toutes sur la mer. Donc voilà, un petit hôtel, une piscine devant, la terrasse du restaurant, et à 20 mètres de l'hôtel, une belle plage. L'hôtel s'appelle Villa Azur, c'est magnifique, et il accueille toute l'année des touristes. Là aussi, il y a un côté inclusif, puisque ce n'est pas réservé uniquement à des personnes âgées, il accueille toute l'année des touristes. Et évidemment, à mettre un petit peu entre parenthèses les 18 derniers mois où il a un petit peu moins fonctionné, mais on a réussi à le maintenir ouvert. Mais au-delà de cette activité touristique, notre projet est d'y faire des séjours avec des personnes qui vivent dans des résidences, que ce soit les nôtres ou d'autres gestionnaires,
des gens qui sont en EHPAD, des gens qui sont en résidence-service, en habitat inclusif. On a déjà fait des séjours avec nos résidents d'EHPAD. Donc, ça fait 7 résidents, 7 accompagnants, qui sont leurs accompagnants habituels de l'EHPAD, qui ont la chance de partir en séjour de vacances avec les résidents et de les voir au travers d'un environnement différent. Et il est vraiment marquant de voir ces résidents retrouver beaucoup d'autonomie et d'envie dans ce cadre de vacances. Ensuite, on a des séjours seniors classiques pour des personnes qui sont plutôt autonomes à domicile et qui vont passer un mois, par exemple, au mois de février sur l'île de Djerba. Ils ne vont pas forcément dépenser plus que s'ils restaient chez eux à chauffer leur maison. Et le dernier volet C'est quand même bien présenté, c'est bien. Faut pas m'empêcher de vous le dire. Il y a aussi, j'imagine, je dis ça gentiment. Certains interprètent ce que je dis des fois, donc je dis ça gentiment. Il peut y avoir des séjours de répit pour les aidants. Absolument. Alors, nous, on a pris la situation un petit peu différemment, parce que vous avez raison, il y a beaucoup de structures qui permettent d'apporter du répit à l'aidant, dans un couple dit aidant-aidé. Nous, on a pris les choses un petit peu différemment. On s'est dit, on a beau être aidant-aidé, on reste un couple, et nous, on va à domicile pour présenter, pour aider à organiser, pour rassurer, etc. Et on va permettre à ce couple de refaire un projet de couple, et ce projet, c'est partir en vacances. On va accompagner les personnes pendant le temps du trajet, et une fois sur place, celui qui est l'aidant va pouvoir bénéficier de temps de répit sur place dans l'hôtel à la demande. Et là, c'est des professionnels de l'hôtel qui ont été formés par nos soins qui réalisent l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie. Et puis l'aidant, après son temps de répit, il va retrouver son conjoint pour aller sur la plage. C'est exactement ça, c'est dont je veux parler. Et ce qui est très marquant, c'est que dans ces séjours, non seulement on voit l'aidant bénéficier de ce répit, en profiter, recharger les batteries, mais on voit la personne qui est, elle, en perte d'autonomie, retrouver beaucoup d'autonomie et le couple retrouver des souvenirs, une intimité. Il y a quelque chose qui est très marquant. Lors la personne qui s'occupe de Séjours Azur, qui est allée rencontrer un couple, lui avait dit par la suite, on a pu, pour une fois, j'ai pu appeler les enfants et je leur ai dit, j'ai une bonne nouvelle, on va partir en vacances. Et puis on vous demande rien, vous inquiétez pas, tout est organisé, on s'occupe de tout pour nous. Mais habituellement, elle appelle ses enfants pour dire, j'en peux plus, papa est tombé, je suis fatigué, etc. Là, elle appelle pour dire, j'ai une bonne nouvelle. Elle est quelque part co-organisatrice, quelque part. Bien sûr. C'est ça. Comment est-ce que vous faites tout ça? Mais comment c'est possible de dire, voilà, on a un projet, on ouvre l'éventail, alors là, il est ouvert comme ça, d'accord? Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça en parallèle, en fait? Oui, alors, on a eu la chance pour chacun des projets d'avoir des personnes. L'aspect humain, c'est toujours le plus important dans les projets. D'avoir des chargés de mission, des chargés de projet, etc. D'avoir aussi les équipes déjà existantes, que ce soit dans les équipes de direction ou dans les équipes de terrain, qui se sont investies pour développer ces projets, parfois pouvoir avoir une mobilité et puis travailler une fois que la structure est en place. Et après, c'est assez intéressant, assez stimulant pour tout le monde. Je pense aussi aux équipes du siège. Oui. Parce que entre passer entre guillemets d'un gros bateau à notre échelle à nous, 5 EHPAD qui fonctionnent depuis 30 ans, et puis donc avec un flux de travail administratif qu'on retrouve sur un calendrier, à des petites structures qui ressemblent plutôt à des startups, en fait. Au final, ça a été beaucoup de travail et je les remercie, eux et puis toutes les personnes qui se sont investies dans les projets, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est aussi également très stimulant de créer une nouvelle structure, de l'affilier, etc. Maintenant, on reste pour certaines de ces activités dans des choses très, très récentes. Les Diamants Blancs de Croix ont ouvert au mois de décembre, décembre 2020. À Mavitae, la première maison a ouvert il y a une semaine et demie. Elle a été inaugurée vendredi dernier en présence de Brigitte Bourguignon, notre ministre déléguée à l'autonomie,
et de Madame Stels, qui est notre vice-présidente en charge de l'autonomie des seniors au département du Nord, et puis de beaucoup d'autres invités. C'était vraiment une très belle journée. Et puis, les autres projets sont encore sur des démarrages. Mais voilà, chaque réussite, comme les petits exemples que je vous donnais là, c'est un vrai encouragement à continuer et puis à se dire qu'on va dans la bonne direction. Et j'imagine que vous devez aussi avoir un conseil d'administration qui prend des décisions rapidement. Absolument, on a un conseil d'administration. Sinon, ça serait galère pour vous, sinon, de faire tout ça, oui. On a un conseil d'administration qui est dirigé par Maxime Gué, notre président, qui nous permet de faire des projets, ça c'est très important, nous donne l'énergie, est présent, est dynamique, et vous avez tout à fait raison, et puis qui est à proximité aussi, parce que notre échelle qu'on a aujourd'hui, personnellement, moi, elle me convient très très bien parce qu'elle permet d'être assez agile. On n'est pas trop petit, on n'est pas trop gros, on est à très forte proximité géographique. Donc voilà, on arrive à bien communiquer, à se voir. C'est une échelle qui est vraiment intéressante pour faire du développement. C'est le moment du cas pratique. J'habite Lille, j'ai 80 ans, je suis nickel au niveau cognitif, je suis dépendant physiquement. Je vais où? Je vais dans votre résidence service senior, dans l'habitat inclusif, en EHPAD? Non, j'imagine que non, vous allez me dire que non. Si, alors, nous, on a la logique, c'est que je vais où, là? Que je comprenne bien. Alors, nous, on ne veut pas se mettre dans une logique de petits chevaux où on passe de l'un à l'autre, etc. Je pense que le plus important, si c'est vous demander comment vous souhaitez organiser votre vie. De partir de vous et pas de. C'est pas l'offre qui va vous mettre dans une case pour voir où on va vous positionner. C'est plutôt voir quel est votre souhait. Parce que la particularité, par exemple, des orchidées qui sont des EHPAD, c'est d'avoir des personnes qui sont parfois GIR 4, voire GIR 5, des personnes qui ont une autonomie qui est relativement bonne, qui font la démarche eux-mêmes de demander à rentrer dans nos EHPAD et qui viennent y habiter parce qu'ils y trouvent ce qu'ils trouveraient dans notre résidence-service, tout en sachant qu'on va être là pour les accompagner dès que nécessaire et que s'il y a une dégradation de leur état de santé, ils vont rester dans le même environnement. D'accord. Donc, en premier, moi, je dirais il faut repartir de la personne, de voir quel est son besoin, mais aussi quel est son souhait. Si j'ai Alzheimer, je vais hésiter entre l'habitat inclusif et l'EHPAD. Oui, tout à fait. Et concrètement, qu'est-ce qui fait que je vais dans l'un? Alors, j'imagine dans l'habitat inclusif, je suis peut-être moins touché, peut-être, vous allez me dire. Puis en plus, là, je suis quand même acteur. Dans l'EHPAD, on s'occupe de moi, j'imagine. C'est exactement ça. Et là aussi, on va repartir du souhait de la personne. Dans les maisons Amavitae, ce sont des personnes qui ont des troubles cognitifs, mais qui n'ont pas des besoins de médicalisation importants ou des pertes d'autonomie importantes sur le plan moteur. Donc ça, c'est déjà une limitation. Mais pour une personne qui correspondrait à ça, est-ce qu'elle a envie plutôt d'habiter dans une petite maison avec 7 autres personnes, aider dans le quotidien, ou est-ce que finalement, rentrer dans une jolie résidence où on lui apporte beaucoup de services, où elle est plus, on va dire, en consommation de services et d'activités, c'est ça qu'elle recherche. Et finalement, on s'aperçoit que les deux coexistent. Ce qui est très important aussi, c'est pour la personne et pour ses proches, d'avoir aussi, par exemple pour Amavitae, compris la philosophie qui comprend donc une certaine acceptation de la vie réelle, qui comporte des risques, etc. Il y a des familles qui sont très en demande d'avoir un accompagnement très sécuritaire. Et ça, nous, on n'a pas de jugement. Ah oui, d'accord. Oui, il y a aussi. À ce moment-là, ils vont plutôt s'orienter vers un EHPAD, vers les orchidées dans notre cas. Bien sûr. En tout cas, moi, je ne crois pas forcément au schéma où on dirait quelqu'un va rentrer, d'abord il va être accompagné à domicile, il va rentrer en résidence service et puis après il va habiter en habitat inclusif et puis il va aller en EHPAD. Ça va correspondre au parcours de vie de certaines personnes et puis d'autres, pas du tout. Il y a des gens qui vont rentrer en habitat inclusif
et y terminent leur vie ou en résidence-service, des personnes qui rentrent directement en EHPAD, même si leur niveau d'autonomie pourrait leur permettre d'aller en résidence-service, parce que c'est leur souhait. Je pense que c'est le plus important pour nous, c'est de repartir du projet qu'a la personne pour son avancée en âge. Non. Pour raccrocher tous les wagons, quand vous avez dit 7 personnes, on parle d'habitat inclusif. Tout à fait. D'accord, parce que je pense qu'on ne l'avait pas dit et ça peut être embrouillé. Une conclusion à l'émission ou quelque chose que vous voulez rajouter? Vous remercier déjà pour rien, votre voilà. invitation. Peut-être un petit mot aussi pour mes collègues de la métropole lilloise qui ne travaillent pas forcément pour le groupe Orchidée, parce qu'on a un tissu d'établissements médico-sociaux et de directeurs qui travaillent ensemble, quel que soit le gestionnaire, privé, public, qui s'entendent bien et qui ont envie de construire des choses ensemble. Par exemple, on organise 1 ou 2 fois par an des petites manifestations comme par exemple un colloque qu'on a organisé à plusieurs reprises dans le cadre d'un groupement totalement informel qu'on appelle Seniors et Partenaires. Et donc, voilà, on se coordonne pour organiser une journée qui va bousculer un petit peu les pratiques, les remontations pour faire avancer notre secteur. Parce que le secteur médico-social, notamment personnes âgées en ce moment, a beaucoup d'envie, a un fort dynamisme, envie de changer les choses, d'innover, d'améliorer la vie des personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en résidence. Donc voilà, c'est un environnement et une période qui est à la fois enthousiasmante et en même temps qui nécessite qu'il y ait une prise en compte politique qui existe. On voit bien que le projet de loi de finances de sécurité sociale 2022 va être plus important que les années précédentes, mais qui n'est pas encore à la hauteur de ce qui est nécessaire. Donc on ne peut qu'espérer que la campagne présidentielle va amener à avoir un sujet autour de l'accompagnement des personnes âgées qui soit important et permette à des candidats de porter un projet fort parce que c'est nécessaire pour beaucoup d'établissements. On a la chance d'avoir des établissements où on a un petit peu plus de ressources, mais il y a beaucoup d'EHPAD où les moyens humains, quelle que soit la réorganisation qu'on va faire, la QVT ou tout ce qu'on veut, sont vraiment beaucoup trop légers pour permettre une vie qualitative pour les professionnels et pour les résidents. Donc il y a une nécessité quand même très importante de porter un projet très fort pour notre secteur. Et j'espère à titre personnel, et je pense que tous les professionnels de notre secteur devraient se fédérer, pas forcément pour faire des propositions, mais pour que le sujet devienne un sujet important de cette présidentielle. Exactement ce que j'allais dire. Sans fédération, sortir du lot avec tous les autres sujets qu'il y a sur la table qu'on voit actuellement, c'est illusoire. Il va falloir pour qu'il y ait du bruit qui sorte, il faut qu'il y ait une fédération, c'est clair, bien sûr. J'espère que vous serez entendu. Merci Arnaud. Arnaud Rousseau, je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Orchidée. Merci beaucoup. Merci Frédéric.